Ces soldats, fusils d'assaut suisses sous le bras, surveillent le vote. L'armée s'est portée garante de la régularité du scrutin. C'est qu'au Chili, la journée des élections est un événement grave, aboutissement d'une extraordinaire tension politique. Ces hommes et ces femmes, nous les avons vus le 4 mars dernier, lors du renouvellement des chambres. Ils faisaient la queue, souvent pendant plusieurs heures, avant de glisser leur bulletin dans l'urne, avec une assiduité, une patience et une discipline étonnantes. Le vote pour les Chiliens a la forme d'un rite solennel. La participation de 84% ne doit rien à la contrainte. Elle reflète l'étonnante maturité politique de ce petit peuple de 10 millions d'habitants. En Amérique latine, le Chili fait figure de curiosité politique. C'est le seul pays du continent où une démocratie façonnée aux modèles européens fonctionne sans accroc. Son parlement, depuis 160 ans, n'a jamais cessé de siéger, les militaires n'y ont jamais renversé les civils, la validité des élections n'y est pratiquement jamais contestée. Mais l'ordre et le calme de cette journée contrastent avec la passion qui agite le pays dans ses profondeurs. Des accrochages, des incidents, il y en eut certes, mais relativement peu. Le Chili se trouve plus profondément divisé que jamais. D'un côté, la coalition des partis de gauche, l'Unité populaire, de l'autre, l'opposition, avec deux grands partis autrefois ennemis acharnés, le Parti national et le Parti démocrate chrétien. Cette foule, c'est la première force d'opposition, la puissante démocratie chrétienne. Cet homme, c'est Eduardo Frei, l'ancien président. Au pouvoir, il avait appliqué un programme réformiste. Aujourd'hui, il fait alliance avec la droite pour faire échec à la gauche. Le Chili est et sera un pays de liberté. Tel est le slogan des manifestants démocrates chrétiens. Pour eux, l'unité populaire, c'est la menace marxiste. Esta elección constituye, aunque no lo quieran, un plebiscito ante la historia y ante el futuro de Chile. Aux nombreux Chiliens qu'inquiète l'expérience Allende, Eduardo Frei se présente comme le sauveur du pays. Il trouve des accents gauliens pour en appeler ses troupes à la reconstruction du Chili. Cette manifestation, à la veille des élections, a fait descendre dans la rue plusieurs milliers de personnes. Un électorat de la classe moyenne, beaucoup de femmes, tous ceux qui veulent que quelque chose change dans l'ordre social, mais en douceur, sans bouleversement profond. Autre manifestation, celle de la droite, du Parti national. Autre public aussi. Ce sont les grands bourgeois de Santiago, les privilégiés d'hier qui, dans le régime actuel, ont tout à perdre, rien à gagner. Le prix d'une plus grande justice sociale et de la lutte contre le sous-développement, ce sont eux qui devront le payer, et ils le savent. Les aînés respectables se retrouvent avec les jeunes gens habillés à la mode, les hippies fortunés et les motards pour dire leur horreur du pouvoir socialo-communiste. Les dirigeants du parti ne s'embarrassent pas d'un programme électoral. Toute sa campagne en appelle à la croisade anticommuniste. Ces organisations de choc portent casques et matraques, défilent au pas sur des rythmes martiaux, relents de la tentation fasciste que connut aussi l'Amérique latine. Après les élections, ces Chiliens ne s'avouent pas vaincus. Ils sont prêts à tout et leur pouvoir économique reste considérable pour, comme ils disent, barrer la route au communisme. La gauche unie ne sera jamais vaincue. Les manifestants de l'unité populaire scandent ce slogan.
Ils sont près de 10 000, massivement accourus des quartiers populaires, des bidonvilles, des usines. Cette foule, c'est la force du président Allende. C'est la masse de tous ceux qui vivent mieux aujourd'hui qu'hier, qui en tout cas assurent avoir trouvé une nouvelle dignité. El gobierno marxista ha conducido a Chile a la ruina y al pueblo a la pobreza y al desabastecimiento. Esto no puede continuar hasta 1976. Hay que decidirse ahora. Firmes con jarpa, siempre una... Les villes et les campagnes sont submergées d'inscriptions colorées. Jour et nuit, les chaînes de radio qui se comptent par dizaines débitent des slogans électoraux. La droite annonce la déroute du pays, la ruine marxiste, l'abîme proche. La gauche bat le rappel des forces révolutionnaires. La politisation atteint un degré de tension extrême. Personne, vraiment, ne peut rester indifférent. Para que usted, con su voto, que es secreto, decida el futuro de la democracia. No se abstenga. Comando Nacional de Acción Gremial. Esta noche a las 21 horas habla Baltra. Con los socialistas ganas tú y gana Chile. Unidad popular significa Luchar para que los trabajadores gobiernen, se hagan justicia, legislen y decidan. socialismo significa Trabajadores al poder. en el segundo distrito vota por Laura Allende para diputado y Carlos Altamirano para senador. Tu voto es un arma de lucha y de victoria. Mais cette fièvre électorale n'est qu'un épisode dans la lutte pour le pouvoir. Cette lutte se mène sur bien d'autres terrains. Les Chiliens ont appris maintenant que le socialisme ne se construit pas par la magie d'un vote. C'est dans la réalité quotidienne, dans les campagnes, dans l'économie, dans l'appareil de l'État, que les deux systèmes opposés, le capitalisme et le socialisme, s'affrontent durement. Ainsi, l'économie privée et l'économie socialiste font plutôt mauvais ménage. En élevant les bas salaires, en optant pour une politique sociale, l'unité populaire a accéléré l'inflation déjà considérable jusqu'à des paroxysmes inconcevables chez nous. 163% en 1972. En Amérique latine, on a déjà connu de tels taux. Mais à ce degré, le mal provoque d'énormes difficultés. Premier effet, tout le monde cherche à acheter le plus possible. Plus personne n'épargne. Conséquence pratique, les biens de consommation sont de plus en plus difficiles à trouver. D'autant plus que les pauvres, qui hier n'avaient pas de quoi acheter, le peuvent aujourd'hui, et augmentent la demande de tous les produits dans de très fortes proportions. Dès lors, des queues se forment. Les gens ici, non, s'il y a une queue, alors ils voient la queue, ils se mettent à la queue, ils demandent pourquoi est la queue, c'est pour le sucre. Alors ils vont, ils achètent du sucre. Peut-être c'est pas tellement nécessaire qu'ils achètent du sucre ce jour-là, mais ils savent que je l'achète aujourd'hui, après je n'ai plus de recherche, je ne dois pas l'acheter demain. Non? Alors ils se mettent à la queue et ils achètent le sucre. Et surtout c'est un peu une psychose parce que ça commence à travers les journaux, les gens même. Ah, il n'y aura plus de sucre la semaine prochaine, alors tout le monde va chercher du sucre. Et puis le sucre tout d'un coup disparaît. Les fumeurs surtout doivent faire la queue, patiemment et pour ne recevoir qu'un paquet chacun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe ici?
Esta mañana tuve que comprar una pasta negra, yo de zapatos, porque me vendieron el azúcar y el aceite. Yo tengo 7 niños y soy viuda. ¿Se imagina? A mí nadie me ayuda y tengo que estar sin perder de trabajar por hacer cola. ¿Se imagina usted? Entonces cierran el almacén, nosotros vamos a quedar sin nada todo el campo. Yo tengo las ollas puestas ya en el fuego sin hacer ninguna cosa de comida todavía. Porque a los niños chicos no les venden, tienen que ser las mamás. Ces femmes sont furieuses. Le commerçant de leur quartier ne leur vendait huile et sucre qu'au compte-gouttes, assurant être à la fin de ses réserves. Or, une équipe d'inspecteurs du ministère de l'économie chargée de lutter contre le marché noir vient de trouver dans son arrière-boutique plusieurs sacs de riz, de sucre, de farine, des tonneaux d'huile, bref, tout ce qui manque dans les magasins de Santiago. Le phénomène est général. L'inflation galopante pousse les distributeurs, les détaillants, à stocker leurs produits le plus longtemps possible, d'où une pénurie alimentaire. D'autre part, ces mêmes commerçants écoulent une partie de leurs produits au marché noir, au double, au triple du prix officiel imposé. Je crois que la principale raison pour qu'il y ait des queues serait une raison nettement politique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de marchandises, s'il y a une queue, la droite peut démontrer à travers ce phénomène que le gouvernement est un peu incapable de répondre aux besoins, disons, primordiaux de la population. Il y a des cas énormes d'accaparement. Il y a par exemple un accaparement qu'on vient de découvrir près de Santiago. Il y avait 94 000 kilos de farine, ce qui suffirait pour faire du pain pour la ville de Santiago pour plus d'un mois. Il n'y a pas que les petits commerçants qui accaparent. Des professionnels du stockage ont commencé à sévir. Des réserves considérables ont été découvertes. Non seulement des biens alimentaires, mais des frigos, des téléviseurs, des machines à laver. La seule mesure pratique que peuvent prendre les inspecteurs, c'est de mettre en vente immédiatement les réserves ainsi dissimulées. Les inspecteurs veillent à ce que tout le stock soit vendu jusqu'au dernier kilo et au prix officiel. Ces inspecteurs ne sont pas des fonctionnaires comme les autres. Ce sont des ouvriers désignés par les syndicats pour des périodes de 6 mois. Nous sommes aperçus, déclare-t-il, que les usines ont beau produire, les biens manquent dans les magasins. C'est pourquoi les ouvriers ont décidé d'aller voir ce qui ne joue pas au niveau de la distribution. Est-ce que le caractère un petit peu policier de ce travail ne vous gêne pas parfois? C'est-à-dire on essaye toujours que le caractère ne soit pas policier. On essaye de donner un caractère nettement politique au travail que font les ouvriers. L'ouvrier n'est pas un fonctionnaire normal qui contrôle. Ce qu'il fait en cas d'un accaparement, par exemple, ce n'est pas donner comment on l'appelle, une multa, une amende. Ce qu'il fait, c'est vendre les produits au public à un prix officiel et faire, disons, de la politique dans la queue. C'est le principal objet. ¿Y usted está conforme con que le den al medio kilo? No, porque ¿para qué alcanza el medio kilo? Claro. ¿Sabe cuántos sacos de azúcar hay en bodega? 10 sacos. Son 400 kilos. Podría venderle acá por la hora, ¿no es cierto? Desde 3 luego, kilos. ¿Ah? por lo menos. Nosotros estamos vendiendo ya 3 kilos ahora con la entrevista de perspectiva de los inspectores. Entonces, usted dice que no, pero ha tenido problemas usted, por ejemplo, con los negociantes de que para comprar tiene que comprar algunos otros artículos. Sí, justamente un negocio que está allá al fondo. En la Unión. No es la costa, pero está, hay otro inspector. No hay esto que viene aquí, esto viene para esta cuestión. Hay otro inspector que va... Les inspecteurs tentent d'expliquer aux ménagères le pourquoi et le comment de leur travail, l'origine de cette pénurie alimentaire. Le débat, tout naturellement, devient politique. Mais n'exagérons rien. Le titre de ce journal de l'opposition qui estimait la situation pire qu'au Biafra n'avait pas peur du ridicule. En fait, personne ne connaît la fin. Avec un peu de patience, les maîtresses de maison finissent par trouver pratiquement de tout. Il y faut aussi un peu de souplesse dans les habitudes alimentaires. Savoir remplacer, par exemple, la très rare viande de bœuf par du mouton ou du poisson. Ce que les Chiliens ont peine à faire, très attachés à leur plat traditionnel.
Il y a moins de 10 ans encore, 600 personnes possédaient à elles seules 60% des terres cultivables. La richesse agricole des provinces verdoyantes du Sud était pratiquement entièrement aux mains des grands propriétaires terriens. Les démocrates chrétiens, sous Édouard Daufray, avaient déjà commencé d'appliquer une réforme agraire. Les propriétés mal gérées étaient expropriées et transformées en coopératives agricoles autonomes. Mais la gauche unie a accéléré le processus. Les propriétaires ne peuvent plus garder en principe qu'une réserve de 80 hectares pour leurs besoins personnels. Le surplus est transformé en coopérative, entièrement gérée par les ouvriers agricoles, aujourd'hui maîtres des terres qu'ils travaillent. Cette maison, par exemple, appartenait à une riche propriétaire de Temuco, dans le sud. Elle est aujourd'hui transformée en un centre de réforme agraire. On y donne des cours de perfectionnement, on y administre la coopérative. La réforme agraire a bouleversé la vie de ces paysans. Leur salaire a été fortement augmenté grâce à des prêts de l'État en attendant que les récoltes rapportent. Mais surtout, ils trouvent une nouvelle dignité. Cuando nosotros le hemos quitado el fondo a Wagner, por lo menos hemos podido trabajar tranquilos. Hemos trabajado con más empeño que lo que trabajamos con él. Y como sabemos que lo que estamos trabajando es en beneficio para nosotros, para todos la mayoría de los chilenos, y no para una parte o sea, un solo gallo que se está llevando toda la ganancia de lo que se está produciendo. Qu'est-ce qui a changé depuis la création de la coopérative? Maintenant, on a plus de facilité. Par exemple, on peut avoir des cochons, des bêtes. Avant, on n'avait pas le droit d'en avoir, seulement un et enfermé. Ce n'est qu'un exemple, mais parlant. Autrefois, les ouvriers agricoles n'avaient le droit de ne posséder qu'un animal par famille. Et encore devait-il pour cela payer aux propriétaires une redevance équivalente à 1 jour et demi de travail par mois. Aujourd'hui, chacun peut garder quelques bêtes sur son lopin de terre familial. Pero eso no es fácil encontrarlo en Madrid, o lo encuentran en el comercio. Están en la Ford. Ah, en la Ford, en Temuco. Mais le prix de ce bouleversement est important. Du jour au lendemain, ces hommes qui hier ne faisaient qu'exécuter les ordres du patron doivent aujourd'hui apprendre à gérer un domaine. Chaque matin, il s'agit de se répartir et d'organiser le travail par des discussions. Es de pulgada la medida que tiene y el eje es de pulgada y media. Les responsables de chaque secteur sont élus, ainsi qu'un conseiller exécutif. C'est le long et difficile apprentissage de l'autogestion. Son otras medidas eso. El otro más grande, el otro 24 pulgadas, el broye 22. Me parece que son 3 o 4 discos que tienen quebrado. 4 son partes. ¿A 4? Le sort de ces paysans s'est amélioré, mais la production. La droite et la gauche s'opposent des statistiques contradictoires pour prouver que l'agriculture va à la faillite ou qu'elle va vers le progrès. Dans bien des domaines autrefois mal exploités, il est vrai que la production a pu augmenter sous le régime des coopératives. Mais le plus souvent, la transition a été pénible. Les centres de réforme agraire ont commencé souvent sans matériel, sans bétail. Les connaissances techniques faisaient défaut. Et le ministère de l'Agriculture, s'il compte une armada de fonctionnaires à col blanc, dispose de peu de spécialistes prêts à travailler réellement sur le terrain. Et puis surtout, après tant d'années de sacrifices, les paysans ont organisé leur nouvelle vie de sorte à avoir aussi du bon temps. Et tant pis si la production baisse. On saura cet été, qui sera l'hiver au Chili, si cette baisse est importante. Jusqu'à présent, elle n'a pas été catastrophique. 10% de blé en moins entre 1970 et 1972. Même proportion pour la viande de bœuf. Et il y a aussi des progrès. Le Chili produit plus de maïs, plus d'orge, plus de vin. Malgré les difficultés, la campagne chilienne a plutôt bien résisté à la secousse terrible de la réforme agraire. C'est d'autant plus remarquable que l'opposition a été dure, et le reste, les propriétaires terriens dépossédés, ont déclaré la guerre aux coopératives. Celle-ci se trouve à la limite du domaine que garde l'ancien patron, un grand propriétaire allemand. Et c'est chaque jour la petite guerre.
On a une vieille maison, on y est très mal. Nous aimerions bien changer. Votre mari va en construire une nouvelle? Oui, ce sont les camarades de la coopérative qui vont nous aider. Mais maintenant, il y a des difficultés, je crois. Oui, mais ça va s'arranger. Quelles difficultés au juste? C'est l'ancien patron qui s'oppose à la construction. Les paysans de la coopérative construisaient donc, encore avec des crédits de l'État, de nouvelles maisons. Un modèle standardisé que l'on retrouve dans tous les centres de réforme agraire. Or, l'ancien propriétaire les accusa de lui avoir volé des planches. La plainte devant le juge interrompit les travaux. Et les paysans, tout en protestant de leur innocence, acceptèrent de suspendre la construction jusqu'au verdict. Et ce n'est pas tout. La seule entreprise fabriquant des vitres, encore privée, refusa de leur livrer le matériel. Il faudra attendre, concluent philosophiquement les paysans, que la fabrique soit nationalisée. C'est ce qui frappe, le respect de la loi. La petite guerre des nerfs continue, mais pratiquement sans débordement. Dans cette même coopérative, il reste les villas des employés de l'ancien patron, petites enclaves dans le domaine collectif. Au moment de l'expropriation, le propriétaire y entreposa pour les soustraire aux paysans toutes ces machines agricoles. Qu'est-ce qui se passe au juste avec ces machines là-bas? Le patron a refusé de nous les remettre avec le domaine. Ainsi, les paysans passaient chaque jour devant ces machines inutilisées en allant au travail, pratiquement sans outils. Vous n'êtes pas tenté de les prendre par la force? Non, nous en avons acheté d'autres ces 2 dernières années. Il y a 2 ans qu'elles sont inutilisées? Oui, 2 ans. Y otra cosa que aquí los refrigerados, por ejemplo, el mismo patrón que teníamos antes, que es don Ernesto Mangler, que los asentamientos no producían, pero creo que el culpable más fueron ellos cuando nosotros empezamos hace ¿cuánto? ¿Un año, un poco más? 2 años de este asentamiento. Aquí no los dejaban trabajar, estuvimos ¿cuántos meses? 3 o 4 o 5 meses que no los dejaban trabajar, avanzar, ni sembrar, ninguna cosa. Entonces ellos estaban haciendo eso para que nosotros fuéramos desacreditados, para que lo echaran la culpa a los campesinos que no producíamos, pero no era la verdad eso. A la misma expropiación de la cuestión aquí, cuando este caballero le expropiaron el fondo, él sacó todo, nos dejó a nosotros con los brazos cruzados, con las puras manos. ¿Qué es lo que íbamos a hacer nosotros? Para mientras no consiguiéramos un crédito, de a poco nos fuéramos operando con maquinaria, porque menos mal en eso no nos han dado tan mal. Y ahora, pues, yo creo que ya teniendo 2 años, de esta fecha para adelante, yo creo que ya se va a poner un poco más normal la cosa, porque ya estamos más o menos abastecidos con maquinaria, hay como sembrar, tenemos una buena masa ganadera también instalada, y yo creo que por ahí podría empezar recién la producción, porque no se puede empezar de un rato para otro. El propietario trata de joder al pequeño que estamos aquí nosotros formados, los quiere tratar de sacarlos para afuera o por multas y los mata un animal. A mí mismo me mataron ahora estos días unos chanchos, y que me los mató nomás porque es el señor, el dueño del fondo que era anterior. Así que estas cosas los causa a nosotros un disgusto y estamos bien rebeldes contra él, contra el señor Wagner, que era el propietario de este predio. Cette moissonneuse moderne, les paysans de la coopérative l'ont achetée en empruntant et avec leurs propres économies. Le domaine commence à produire normalement. Mais ce n'est que la première manche. Il s'agira ensuite que ce blé arrive bel et bien aux consommateurs et au prix officiel. Pour cela, ce sera une nouvelle bataille. Nuestro cobre, la carne de la pampa, enclavado en la tierra colorada que vive allá en el norte. Empapado de sol y de montañas, motivo de los hombres, y mezclado con la sangre y con el alma de todo un pueblo pobre.
robado por manos extranjeras, cambiado por dinero. No era Chile quien bebía de tu savia, no eran los mineros. Y te hacían... La première richesse du pays, c'est le cuivre. Il représente plus de 80% des exportations. Autant dire que le Chili en vit. Le gouvernement Allende a nationalisé les sociétés américaines qui exploitaient les mines. Aujourd'hui, les mineurs restent les travailleurs les mieux payés. Cela ne les empêche pas de déclencher grève sur grève. Ils ont peine à accepter la nouvelle discipline que le pays veut leur imposer au nom de l'économie nationale. C'est un nouvel obstacle qui surgit face à l'épopée de l'indépendance économique. Mais ce double défi de l'indépendance et du socialisme, il se pose à tous les travailleurs. Car non seulement l'industrie du cuivre est passée à l'État, mais aussi les grandes entreprises à caractère de monopole, dans la métallurgie et le textile notamment. D'autre part, une vieille loi oubliée a été ressortie. Elle permet à l'État d'envoyer un administrateur gérant là où un conflit de travail paraît sans issue. Ainsi, des grèves ont éclaté dans quelques centaines d'entreprises, moyennes ou petites, et ont déclenché ce processus de l'intervention. Juridiquement, ces usines restent aux anciens patrons, mais pratiquement, ils ne peuvent plus y mettre les pieds. En fait, cette mesure, malgré son caractère provisoire, équivaut à une nationalisation déguisée. Il s'agit alors, pour les ouvriers comme pour les paysans, de faire le difficile apprentissage de l'autogestion. Depuis l'intervention, quel changement vous paraît le plus marquant pour vous personnellement? El cambio sería en este momento, dentro de los mismos compañeros, lo hemos sentido más unidos. Lo hemos sentido con mayor libertad en la razón de que podemos hablar libremente, no estar sometidos porque le puede parecer mal a alguien, sino que podemos exponer libremente nuestro pensamiento. Uno de los cambios más importantes que... Pourrait-on imaginer qu'en cas de changement politique, vous rendiez l'usine à l'ancien patron? Aquí hay un acuerdo de asamblea desde que se hizo el movimiento de la intervención de no devolver la empresa, porque a través ya del tiempo que ha transcurrido esto se han hecho notables mejoramientos, tanto en el trabajo mismo como en las relaciones humanas entre los mismos trabajadores. Dans ce processus aujourd'hui, quel danger vous paraît le plus important? El peligro del enfrentamiento civil, ¿no? Porque eso es lo que quiere la derecha contra los obreros. Enfrentamiento civil para después ellos derrocar a nuestro presidente y tomarse el poder nuevamente ellos. Y eso es lo que no se va a permitir. La clase trabajadora en Chile está unida y eso es lo que vale. Nosotros no pretendemos las armas tampoco. Le vamos a dar hasta la última pausa a ellos. Pero cuando ya se nos colme, posiblemente los vamos a enfrentar. Pero le vamos a dar bastante cancha. Le hemos dado para que ellos agoten todos sus medios. Ce bureau est celui de l'ancien patron. Il est occupé aujourd'hui par l'interventor, soit l'administrateur envoyé par l'État. Il partage le pouvoir avec les syndicats. C'est un personnage contesté. Il sait parfois se faire admettre, mais il arrive aussi que ces jeunes militants désignés pour leur mérite politique s'intègrent mal, faute de pratique et de connaissances dans le domaine de la gestion. Il arrive alors que les ouvriers réclament son remplacement, et c'est la crise d'autorité, le mal numéro 1 des entreprises placées sous le contrôle de l'État. Quels sont les problèmes que doivent résoudre les entreprises chiliennes aujourd'hui dans ce processus particulier? Bien, il y a eu beaucoup de techniciens qui sont partis à cause de ce gouvernement. Ils ont eu peur au commencement. Alors, il y a eu des places qui sont vides à l'industrie. Et le travail maintenant, c'est de pouvoir résoudre le problème sans ces techniciens. La participation des ouvriers pose beaucoup de problèmes dans le fonctionnement même des entreprises. Quel genre de problème? Et je crois qu'il y a
un problème d'autorité. C'est ça le plus grave. Qui prend les décisions dans une usine? Et au moment du changement de patron, ce n'est pas très clair qui prend la décision, parce que c'est les syndicats qui demandent un interventeur. Quand l'interventeur arrive à l'usine, il vient pour les syndicats. Alors, on ne sait pas si c'est l'interventeur ou bien les syndicats qui doivent prendre la décision ultime. Aujourd'hui, dans cette usine, qui décide? Dentro de las decisiones importantes que se efectúan en la parte técnica, el administrador, pero en la parte laboral, el consejo administrativo y el interventor, con participación directa de los comités de producción y en conjunto con los sindicatos. ¿Con participación efectiva de los trabajadores? Claro, efectiva. Como aquí podemos ver, aquí ha habido una reunión de compañeros de hilandería en el cual ellos han estado abocados a un problema laboral, no sindical. La baja de la producción que teníamos nosotros era a base que nosotros parábamos la media hora de la colación. Y resulta que la media hora de colación a nosotros lo viene sacando el 50% del incentivo que tenemos. Y eso no es justo. Porque por media hora trabajamos 7 horas y media que no... Ces ouvriers, par exemple, ont constaté une baisse de production dans leur usine de textile. Quelques-uns d'entre eux proposent carrément de réduire la durée de la pause de midi ou de venir travailler le dimanche. Chaque décision fait l'objet de longues séances de discussion. Pour les ouvriers, habitués jusqu'alors à travailler et à se taire, c'est un dur apprentissage. Mais c'est aussi une dignité nouvelle. La idea mía es que los dos lo arreglen los relojes y que nosotros lo hagan el promedio por los puntos, por el puntaje. Cosa que los dos podamos anotar, igual como lo hacen los mecheros. Los mecheros anotan su puntaje que sacan en la semana y sacan los cálculos cuánta plata van a sacar. Mais jusqu'où pousseront-ils les sacrifices? Un exemple. Dans cette usine, les ouvriers ont droit à une partie de la production, 10% environ, qui leur est remise à bas prix. Ils revendent ces articles ensuite à leur compte. Cet avantage obtenu avant la nationalisation a des conséquences fâcheuses pour l'économie. Mais les travailleurs accepteront-ils d'y renoncer au nom de la discipline socialiste? Décidément, le chemin vers le socialisme est difficile. Les entreprises ont été paralysées faute de matières premières. Leurs fournisseurs habituels, à l'étranger ou au Chili, ont fréquemment rompu leurs contrats avec les usines qui passaient sous contrôle de l'État. Le Chili ne fait pas l'objet, comme ce fut le cas de Cuba, d'un blocus économique. Mais plusieurs pays, inquiets de son évolution politique, à commencer par les États-Unis, suspendent leur crédit, au moment précisément où les devises sont plus rares que jamais. Ces métiers à tisser incendiés ont été détruits par sabotage, commis par les commandos d'extrême droite qui sévissent au Chili. Ils s'en prennent aux entreprises contrôlées par les travailleurs. Cette perte est un grand coup pour les ouvriers parce qu'elle représente une baisse importante de notre capacité de production. ¿Cuántas máquinas? Il y a eu environ 400 machines détruites, les plus modernes de l'usine. Cela représente une perte de 3 millions de dollars environ. Cet acte de sabotage est spectaculaire. Mais chaque jour, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Chili de l'unité populaire se heurte à d'autres hostilités, plus discrètes, souterraines, mais singulièrement efficaces. Les entreprises contrôlées par l'État, aux mains des travailleurs, comme disent les banderoles affichées aux façades, donnent la priorité aux améliorations sociales. Ainsi, des jardins d'enfants ont été aménagés pour permettre aux femmes de travailler sans souci. Des assistantes sociales ont été engagées, des médecins, des dentistes aussi. Les soins y sont entièrement gratuits.
les mères ont le droit de venir passer 2 fois une demi-heure, le matin et l'après-midi, auprès de leurs enfants en bas âge, dans les crèches d'entreprise. Cette heure quotidienne est normalement rétribuée. Cette belle pelouse verte vient d'être aménagée. Avant l'intervention, comme on dit, ce n'était qu'un terrain vague. Aujourd'hui, les ouvriers ont voulu et ont réalisé un jardin où ils vont se détendre à la pause de midi. Leurs familles ont libre accès, avec les corts de tennis et les jeux pour enfants. Ces progrès n'étaient pas trop ruineux. Mais pour les ouvriers, le changement est profond. Cette pelouse, banalement, leur rappelle tous les jours que quelque chose s'est passé ici. Ces tentes avec ces drapeaux chiliens ont surgi en une nuit. C'est une prise de terrain. Des sans-logis, des paysans sans terre, des pauvres mal logés se sont installés sur ce vaste champ abandonné, sans se soucier de son propriétaire. La révolution promise a mis en mouvement des masses de déshérités qui sont moins tatillons au chapitre du légalisme. Cet homme est en train de construire sa maison, avec une pioche, des outils rudimentaires, quelques planches. Faute d'un logement, sa famille vivait dispersée. Il veut la réunir sous un toit décent. Ils sont près de 1,5 million dans son cas dans le Grand Santiago. Pour eux, l'unité populaire, c'est la liberté de s'installer là où ils veulent. C'est la liberté aussi de s'organiser, avec l'appui des organisations d'extrême gauche, en communautés de plus en plus autonomes. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous pouvons compter sur l'appui du parti, celui qui nous convient le mieux, c'est-à-dire l'unité populaire. C'est le seul qui nous permette de lutter convenablement pour gagner notre pain. Parce que pendant des années et des années, je vous assure que les capitalistes nous en ont fait voir. Moi, j'ai été écrasé toute ma vie. Les patrons disposent de nous à leur guise. Ils nous engagent et nous licencient quand ça leur plaît. Tout ça pour des salaires de misère. Mais maintenant, Dieu merci, c'est fini. On est enfin soutenus. L'organisation du campement, les jeunes socialistes, nous aident à construire nos maisons. On a eu des prêts de la banque pour acheter les planches. Vraiment, c'est un changement important. On se sent enfin respecté. Et puis, on n'est plus tout seul. Si les pauvres s'unissent, ils peuvent obtenir quelque chose. Sinon, ils se font toujours avoir. Et c'est pour ça que j'espère, comme tous les autres du campement, que M. Salvador Allende pourra continuer sa tâche. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Ce campement, pareil à des dizaines d'autres que l'on ne peut plus appeler bidonville, s'appelle la Nouvelle Havane. Il a été créé il y a 2 ans. C'est le fief de l'organisation révolutionnaire du MIR qui reproche à l'unité populaire son trop strict respect du légalisme. Les sans-logis d'hier ont trouvé ici un cadre de vie communautaire convenable. Certes, les rues sont poussiéreuses, les maisons très simples, les points d'eau trop rares, mais on est loin du bidonville traditionnel sud-américain où la misère crasseuse va de pair avec une résignation muette. Ici, au contraire, les habitants s'organisent. L'approvisionnement, par exemple. Dans les campements, on ne fait pas la queue. Chaque famille a sa fiche et les responsables du magasin populaire, que l'on voit ici, répartissent équitablement les biens qu'ils peuvent acheter. C'est une sorte de rationnement librement consenti à l'échelle d'une communauté. Ce qui n'empêche d'ailleurs pas les petits commerçants de travailler dans le camp pour tous les produits qui ne sont pas de première nécessité, ainsi que pour les fruits et légumes. Les responsables du camp sont élus, qui se partagent des responsabilités. Assistance médicale, surveillance, construction. La communauté s'est même donné sa propre justice, qui tranche les petits conflits personnels. Les poblaciones, comme on dit, c'est le nom de ces cités, tentent de vivre le plus possible en marge d'un système que les habitants renient.
parce qu'il est le fait des nantis, de la ville riche, d'une administration aux dédales trop souvent inaccessibles. Les enfants, le régime de l'unité populaire les choix. Le président Allende s'était engagé à fournir à tous les gosses du pays un demi-litre de lait chaque jour. Il a tenu sa promesse. Ici, ce sont de vieux bus qui servent de salle d'école, mais au moins il y a une école. L'analphabétisme, qui était déjà limité, est en train de disparaître totalement. Les baraques du campement ne sont qu'une première étape. La suivante sera plus ambitieuse. Ce chantier le prouve. Les habitants du bidonville sont en train de construire des maisons nouvelles, confortables et en dur. Reconoció que la coalición derechista ya cumplió su objetivo y los partidos que la integraron recuperan su libertad de acción. Y en el plano deportivo, la noticia que todos... Ce studio de télévision a son histoire. Une histoire qui dit bien les limites du légalisme dans la révolution chilienne. Posición extremista del Partido Nacional quiebra la CODE. El secretario general del Partido Demócrata Cristiano, Belisario Velasco, reconoció que la coalición derechista ya cumplió su objetivo y los partidos que la integraron recuperan su libertad de acción. Ce Canal 9 est la télévision de l'Université du Chili. Son personnel, depuis des années, soutenait l'unité populaire. Or, en automne dernier, un nouveau recteur fut élu et voulut congédier les journalistes de gauche. Tout le personnel occupa alors le studio et depuis janvier, diffuse des émissions en rupture totale avec la direction officielle. Chaque nuit, des rondes se relaient sur les toits pour éviter que des commandos de l'opposition ne prennent possession du studio et de l'émetteur. Le Canal 9 ne survit que grâce aux dons des ouvriers qui organisent des collectes dans les usines. Chaque jour, ils passent au studio pour soutenir le personnel de la télévision. Ils se souviennent de l'appui que cette chaîne leur avait fourni dans leur lutte passée, au temps où le Canal 9 était la seule TV à soutenir un certain candidat à la présidence, Salvador Allende. Mi alejamiento del canal. Una de las cosas es por lo que plantea Corbalán, o sea, se acababa mi contrato. Otra un problema de tipo personal que tuve. Le personnel prend toutes les décisions dans des assemblées. Nous cherchons à être une télévision véritablement et profondément démocratique, déclare-t-il. Il n'empêche que la situation même du Canal 9 est une atteinte au strict légalisme. Ante cualquier tipo de problema de tipo personal, hay una cosa que es muy clara, la unidad de los trabajadores. Y eso lo he tenido bien claro porque yo tuve el orgullo de ser obrero. Nous nous sommes dit, bon, ce n'est pas possible que dans un pays où la plupart des gens sont des ouvriers, des paysans, des gens pauvres qui n'ont jamais été aidés, ce n'est pas possible qu'ils n'aillent même pas un endroit où s'exprimer. Et depuis quelques années, nous avons commencé à organiser des émissions avec leur concours. Nous sommes allés dans les usines, quand des syndicats, des centres de madres, ils avaient des problèmes, ils venaient nous voir ici, et à cause de ça, maintenant on montre cette extraordinaire aide de la part des ouvriers, de la part du peuple même. Cependant, en prenant le canal, vous avez tout de même, d'une certaine façon, mis le légalisme en question. Est-ce que vous pensez que sur un plan plus général, au Chili, des travailleurs se mettent à douter dans le système de loi actuel? Non, je crois que non. Et la réponse de ça, c'est le résultat des élections du 4 mars. Toujours au Chili, peut-être le seul pays d'Amérique latine, nous nous sommes considérés un peuple ordonné et respecté de la loi. Il faut voir nos forces militaires aussi. Et nous avons travaillé pendant des années, petit à petit, pour arriver à voter un gouvernement de gauche. Nous avons élu ce gouvernement. Il est en ce moment
presque 45% d'appui des gens pauvres, des ouvriers, des paysans, des intellectuels de gauche, malgré, et je répète, qu'au Chili en ce moment, et surtout avant, il y a quelques années, la plupart des stations de radio, des journaux, des revues, télévision étaient dans les mains de la droite. Mais est-ce que vous n'avez pas la tentation de dépasser ce cadre légal simplement pour aller plus vite, pour ne pas s'encombrer d'obstacles sérieux? Non, on ne peut pas et on ne doit pas. Petit à petit, on commence à gagner du terrain. Allende a été élu avec 36% des voix. Maintenant, il a 45%. Nous allons doucement, petit à petit, convaincre les gens, gagner l'appui des gens. Non, et surtout, on ne veut pas la violence au Chili. Ça, jamais. Callados eran los rostros del tiempo que se vivió. Oscuras eran las manos en noches de explotación. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. Los puños duros del pueblo derriban sombra y silencio, y hay voces que nos remecen llamándonos a cantar. La noche ha muerto y ha sido el pueblo quien la mató. La estrella baila en los ojos y niños juegan al sol. Comienza la vida nueva y es hora que concluyamos, juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Comienza la vida nueva y es hora que concluyamos, juntando las manos todas, ya nada nos detendrá. Compañeros, mantenemos en la unidad, de compañeros construye, hay mucho que trabajar. No dejen de estar alerta, la noche no hay que olvidar, ha derrotado a la sombra.